Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 10 juin, c'est aujourd'hui les 70 ans du massacre de Marsoula, près de Saint-Gaudens, un massacre perpétré par les Allemands. À partir de ce soir, le trafic SNCF sera perturbé. Les syndicats se mobilisent contre la réforme ferroviaire. Et puis nous recevons Serge Rebourg, professeur de droit à l'Université des sciences sociales. Il vient nous parler de la réforme territoriale, ses enjeux et ses défis. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, le festival Rio Loco se déroulera-t-il comme prévu ? Tout comme à Montpellier, où le printemps des comédiens est actuellement très perturbé, les intermittents du spectacle toulousain comptent bien se faire entendre durant le festival Rio Loco, qui doit se dérouler jusqu'à samedi. Actuellement en lutte pour le maintien de leur régime, ils ont donné une conférence de presse ce matin. Ceux d'entre eux travaillant sur le site ont décidé de faire grève aujourd'hui. Pascal Solaire, Jean-Marc Lucas. Les intermittents du festival Rio Loco ont choisi d'annuler 2 des 4 spectacles qui étaient prévus en fin d'après-midi et ce soir pour la soirée des partenaires. Les intermittents représentent un peu plus de 10% du personnel mobilisé pour l'événement. Ils sont affectés essentiellement au son et à la lumière. Les autres personnes qui travaillent sur le site sont des prestataires de services. C'est très compliqué pour les intermittents que nous sommes, j'en fais partie. Je travaille sur ce festival depuis plusieurs mois et aujourd'hui de me dire je joue, ça joue pas. Pour tous les intermittents de Rio Loco, c'est la poire qui est vraiment coupée en deux. On a besoin de ces dates, on a besoin d'avoir ces cachets pour survivre et en même temps on veut soutenir et on ne peut pas accepter les accords gouvernementaux sur ce statut. Soulagement pour la direction du festival qui craignait une fermeture totale du site. Que l'ensemble de la soirée ne soit pas annulé, c'est important. Donc ça sera un lieu de discussion, de plateforme, de rencontre sur l'intermittence. Dans l'organisation globale, le lieu sera ouvert. Donc les commerçants travailleront, les techniciens vont travailler, mais pas dans le même rythme que sur une soirée ordinaire. Mais l'ensemble de la production, elle est déjà actée. Il n'y a pas d'une incidence directe financière. Les intermittents de Rio Loco s'associent au mouvement des intermittents et précaires de Midi-Pyrénées pour défendre leur régime et s'opposer à la nouvelle convention d'assurance chômage obtenue le 22 mars dernier entre le patronat et les syndicats. C'est un accord qui va fragiliser tous les chômeurs, qui va mettre tout le monde dans un état de précarité extrême pour pousser tout un chacun à accepter n'importe quel petit boulot mal payé. Voilà, pour recharger des droits à l'assurance chômage. À partir du 18 juin, le ministre du Travail peut agréer cet accord et nous lui demandons, nous exigeons que cet accord ne soit pas signé. S'il signe cet accord, ça va être très chaud sur tous les festivals. Une quinzaine d'intermittents travaillant pour le festival Rio Loco étaient absents et n'ont pu participer au vote. Idem pour une trentaine de salariés administratifs du festival. Mais demain matin, tous seront réunis en AG pour voter la reconduction de la grève ou pas. Et sachez que demain, 8 théâtres toulousains, dont le Grand Rond, la Cave Poésie ou encore le Théâtre du Pavé, seront en grève pour dénoncer l'accord interprofessionnel de mars modifiant les statuts des intermittents. Il y a tout juste 70 ans, le massacre d'Ouradour-sur-Glane faisait plus de 600 victimes. Un autre massacre a eu lieu le même jour à Marsoula, près de Saint-Gaudens. Les Allemands du 3e bataillon de la SS Das Reich ont tué un tiers des habitants de cette petite commune. Marianne Ribaud, Alain Sorat. Le massacre perpétué par les soldats allemands de la Das Reich à Marsoulas est gravé dans les mémoires. 28 victimes, dont 11 enfants, égorgés ou tués par balle. À l'inverse d'Ouradour-sur-Glane, cette attaque n'était pas programmée. Ils sont arrivés à cette ferme en dessous, là, et ils ont demandé s'il y avait ils appelaient ça des terroristes à l'époque, dans le village. Le fermier a dit que non, qu'il pouvait passer tranquille. Quand ils sont arrivés à l'église, il y avait 2 maquisards postés sur le toit de l'église qui ont ouvert le feu sur la colonne. Et là, la barbarie nazie est rentrée en action. Ils ont défoncé les portes, ils ont tué les habitants qui avaient autour de l'église principalement. Après, ils en ont tué un peu plus loin en remontant vers la mairie. Mais en une petite demi-heure, il y a eu 27 morts. Hélène avait 18 ans au moment du drame. Elle est toujours là aujourd'hui grâce à son père. Mon père est passé le premier, il a regardé, il a balayé comme ça de son regard si la maison n'était pas encerclée parce qu'ils étaient devant la porte, là, mais ils n'avaient pas encerclé la maison comme ce moment-là. Et alors il dit à maman et à mon petit cousin, vous suivez la petite, toi file par là, en biais, vers les champs. Là. Et alors ce que nous fîmes en hâte,
Mais à peine nous avions franchi peut-être 30 mètres, mon père se rendit aux Allemands, et les bras levés, dans la grandeur de la maison, et l'ont abattu immédiatement. Le nom des soldats SS est associé au massacre de Calmont, de Combeauvert ou encore de Tulle. Ces nazis en perdition, assoiffés de vengeance, se sont acharnés sur des civils. Marsoulas vit dans l'ombre de Radour-sur-Glane, mais a pourtant vécu le même effroi. La réforme territoriale devrait être mise en place en 2017. Plus de départements, des régions qui fusionnent. Le chantier est conséquent. Serge Regour, vous êtes professeur de droit à l'Université des sciences sociales. Tout d'abord, cette simplification peut-elle faire des économies à la France ? Écoutez, de mon point de vue, c'est pour l'instant une pétition de principe. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est évidemment de s'interroger sur les fondements même de cette réforme. Le premier élément de réponse, c'est que de mon point de vue, et je pense de tous les spécialistes du droit de la décentralisation, ça n'est pas une réforme de décentralisation, contrairement à ce qui avait été annoncé comme acte 3. Et donc, comme vous le dites très justement, le fondement éventuellement alternatif, c'est une réforme libérale qui vise effectivement à faire des économies dans un contexte de crise des finances publiques. Mais honnêtement, le juriste que je suis n'aperçoit pas selon quelle modalité fusionner des régions provoquerait nécessairement des moyens financiers nouveaux. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes se sont exprimés récemment, je ne parle même pas des agences de notation qui ont dit la même chose, qui ont dit qu'apparemment ça n'était pas effectivement une source d'économie manifeste. Alors vous êtes un spécialiste de la décentralisation, c'est certains ouvrages que vous avez écrits collectivement. Je lis ici La décentralisation 30 ans après, on le voit à l'écran, réforme et mutation des collectivités territoriales. Est-ce que pour vous finalement cette fusion-absorption en plus est totalement artificielle? On aurait pu faire une région, si on y pensait, si vous voulez une région forte économiquement, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Oui, non, mais encore une fois, la question de la fusion pose la question de savoir pourquoi, quel est le fondement. Or, y compris dans le texte du président de la République qui accompagne le projet de nouvelle carte de région, il n'y a pas d'explication claire. Si l'idée est que plus une région est grande et plus elle est performante économiquement, je suis désolé de dire que c'est évidemment faux et que de toute façon, il suffit de regarder la carte actuelle pour voir que la plus performante de toutes les régions est la plus petite. C'est-à-dire l'Île-de-France, dont la compétitivité, dont le PIB sont à peu près 5 fois supérieurs à la région qui arrive en deuxième position. Donc ça n'est absolument pas une logique effectivement d'amplitude territoriale. Deuxième élément, on dit faire des régions à l'échelle européenne. Mais de quoi parlons-nous? Est-ce que les gens ont eu la curiosité d'aller voir par exemple les découpages des Länder en Allemagne? Et nombre de Länder en Allemagne sont aujourd'hui d'une amplitude territoriale tout à fait inférieure, par exemple, à Midi-Pyrénées, dont vous parlez à l'instant. Alors, lorsque ensuite on en vient à dire il faut fusionner pour fusionner parce que c'est effectivement... On a fusionné le riche et le pauvre, plus ou moins. Le riche et le pauvre, parfois on fusionne des pauvres, parce que les trois régions qui vont constituer désormais la plus grande région ne me paraissent pas être de nature effectivement à stimuler véritablement des logiques de compétitivité. Mais ensuite, il y a effectivement pourquoi est-ce que par exemple Midi-Pyrénées va être fusionné, en l'occurrence avec Languedoc-Roussillon, mais on aurait pu dire la même chose de l'Aquitaine, alors qu'un certain nombre de régions, PACA n'est pas fusionné. Pourquoi le Nord-Pas-de-Calais n'est pas fusionné? Pourquoi l'Île-de-France n'est pas fusionnée? On a déjà donné la réponse. Vous pensez que c'est à celui qui a passé le plus grand nombre de téléphones à François Hollande qui a gagné? Bon, je dis, vu de l'extérieur, que de même que tous ceux qui travaillent sur les questions territoriales, qu'il s'agisse de démographes, de géographes ou de politologues, on n'aperçoit pas du tout la logique qui est à l'œuvre. Et comme vous le dites, on pouvait imaginer que Midi-Pyrénées ne soit pas fusionné, puisqu'encore une fois, Midi-Pyrénées est beaucoup plus étendu, par exemple, que le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi la PACA n'est pas fusionnée? Certaines régions ne sont pas fusionnées, d'autres sont fusionnées, et on ne comprend même pas pourquoi l'une est fusionnée avec telle autre. Alors, le seul élément de réponse perceptible, c'est qu'on n'a pas voulu se livrer à ce que des politiques ont appelé le mercato des départements, parce que je pense que ce qui eût été effectivement mieux fondé, eût été de découper
une partie de la région, par exemple Languedoc-Roussillon. On peut admettre, par exemple, dans ce cas particulier, que l'Aude, par exemple, a évidemment une propension plus naturelle à se rattacher à Midi-Pyrénées, alors que de mon point de vue, le Gard ou l'Hérault ont évidemment un tropisme méditerranéen qui les rapproche davantage de PACA. Mais dès lors qu'on a considéré qu'il fallait raisonner à région constante, c'est-à-dire ne pas remettre en cause la configuration des départements dans les régions, on aboutit à ces choses incompréhensibles. Ça paraît d'autant plus incompréhensible qu'on nous dit en même temps, ce que vous avez évoqué l'un et l'autre, que les départements devraient disparaître en 2020. Alors pourquoi faut-il les sacraliser aujourd'hui? Alors justement, les départements, est-ce que ça a un sens de les supprimer à l'horizon 2020? Alors, ça a sûrement un sens politique, mais qui me paraît effectivement en rupture totale avec ce qui a été fait depuis la Troisième République. C'est-à-dire, je crois que les gens n'ont pas véritablement mesuré que ce qu'on avait appelé l'acte 1 de la décentralisation, 82-83, l'acte 2, révision de la Constitution en 2003, révision Raffarin. Alors justement, cette révision de la Constitution, déjà, il y avait un problème ou pas? Mais ça a été en effet des révisions favorables à la décentralisation, mais ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire ni la réforme de la gauche ni la réforme de la droite, n'ont remis en cause les édifices traditionnels qui datent de la Troisième République, c'est-à-dire n'ont pas remis en cause, en gros, les éléments de continuité dans l'histoire administrative territoriale française. Or là, les gens ne s'en rendent pas peut-être très bien compte, mais c'est globalement l'organisation territoriale de l'État à travers les départements qui est remis en cause, avec des problèmes, qui est le problème central de la décentralisation, qui est le rapport de proximité que les électeurs peuvent avoir avec leurs élus. Or, dans le même temps, les communes rurales sont évidemment les grandes oubliées de la réforme, puisque, en fait, aujourd'hui, le postulat, c'est l'intercommunalité. Le président de la République a dit à 20 000 habitants. La moyenne aujourd'hui, le minimum, c'est 5 000. Donc là, il y a un changement colossal. Création des métropoles par ailleurs. On voit bien qu'on est dans une logique de compétitivité managériale, fonctionnelle, disons le mot libérale, et que la question du rapport entre élus et électeurs, effectivement, n'est plus l'élément fondamental pour comprendre la réforme. Merci Serge Regour. L'un des suspects dans l'assassinat de Quentin, ce jeune tué de plusieurs coups de couteau il y a tout juste un mois, a été remis en liberté suite à une erreur de procédure. Marie-Ange Bonfanti, la mère de Quentin, ne décolère pas. Écoutez-la. Ça peut être n'importe qui peut être dehors qui ont fait des crimes, n'importe quoi, juste pour une histoire de paperasse, qui a été mal faite, mal lue. C'est de la justice, c'est par rapport aux dates, une erreur professionnelle de la part de la justice. Je voudrais qu'il soit emprisonné, oui, parce que normalement, s'il n'y avait pas eu cette erreur, il y serait en prison actuellement. Il y a des charges contre lui, donc il n'a rien à faire dehors. C'est complètement hallucinant. Je veux dire, c'est pas anodin quand même, là, c'est un meurtre, là, c'est mon fils qui est mort, c'est un enfant qui est mort. Je voudrais parler avec le juge pour avoir de plus amples renseignements sur les déroulements, comment ça va se passer. Et puis voilà, moi, je veux être entendue, quoi. Je veux pas qu'on oublie mon fils comme ça, qu'il se passe tout ça et que ça soit banal. Et suite à la libération du suspect, une enquête a été diligentée par la garde des Sceaux. Dès ce soir, 19 h, le trafic ferroviaire risque d'être très perturbé. Plusieurs syndicats ont appelé à la grève, une grève reconductible. Il s'oppose au projet de la réforme SNCF-RFF, un texte débattu au Parlement dans une semaine. Vous voyez à l'écran, vous avez vu à l'écran les prévisions de circulation et le numéro vert à contacter pour connaître l'état du trafic. À Toulouse, les grandes lignes et les TER devraient être impactés. Les détails avec Valentine Arama. Un TGV sur 2, un TER sur 3 et beaucoup de retard. La région Midi-Pyrénées n'échappe pas au mouvement national de grève lancé par les cheminots. Des mesures ont cependant été mises en place pour faciliter le transport des usagers. Ce plan de transport concerne d'abord les TGV et les intercités. Il y aura un tiers de ces trains qui circuleront ce soir et demain. S'agissant des TER, nous avons mis au point un plan de transport qui prévoit la desserte des villes périphériques
de Toulouse. Notre souci, c'est de faire en sorte que les voyageurs soient le moins possible perturbés par cette grève. C'est la raison pour laquelle on est tous sur le pont pour concevoir un plan de transport adapté, d'une part, mais également accueillir en gare les voyageurs pour les informer et les orienter le mieux possible. Après 2 grèves l'an passé et une mobilisation nationale le 22 mai dernier, les cheminots ont toujours les mêmes revendications de fond, de meilleures conditions de travail et un service public qui fonctionne. On a supprimé sur Midi-Pyrénées en l'espace de 10 ans 1300 cheminots. On est en 5 ans à plus de 10 000 suppressions de cheminots nationalement. Mais rien qu'à Midi-Pyrénées, on supprime 1000 cheminots et dans le même temps on double le trafic TER. À un moment donné ça coince. On a actuellement 2 établissements publics, SNCF et RFF. Demain on en aura 3. Autant dire que les dysfonctionnements qui sont liés à l'éclatement du système ne vont pas se résoudre alors qu'on va diviser en 3 établissements au lieu de 2 actuellement. Concrètement, il faut que les cheminots retravaillent ensemble avec un seul objectif, le service public. C'est en fonction des réponses apportées par les assemblées générales qui se tiendront demain toute la journée que les cheminots décideront ou non de reconduire le mouvement de grève pour 24 heures supplémentaires. Mobilisation ce midi des associations et collectifs d'aide aux sans-abri. Ils ont installé un campement symbolique sur le Pont-Neuf. 900 000 € ont été alloués par la nouvelle ministre du Logement. Mais pour les associations, le compte n'y est toujours pas, Jean-Marc. Et oui, chaque jour, 170 personnes contactent le 115 et seulement 10% de ces appels aboutissent à une solution. Corinne Lagdari, travailleuse sociale, est notamment inquiète de la fin de la veille saisonnière. Il y a des prises en charge, effectivement, et notamment en termes de nuitées d'hôtel qui se sont arrêtées. Cet hiver, pour vous donner un exemple, il y avait 75 familles à l'hôtel. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 28. Voilà, sans compter celles qui dorment dans des abris de fortune, celles qui dorment dans des tentes au bord des canaux, etc. etc. Donc cette situation aujourd'hui, elle est plus acceptable. Et quand on voit le coût exorbitant des nuitées d'hôtel, on pense effectivement que cet argent pourrait mieux être utilisé en créant des structures pérennes pour tout type de profil de personnes à la rue, ouvrir 24 heures sur 24, toute l'année, avec un accompagnement social adapté. Foot maintenant, le mercato d'été ouvre aujourd'hui. Le TFC devrait annoncer 2 recrues. L'avant-centre serbe Aleksandar Pesic, 22 ans, auteur de 13 buts au FK Jagodina, son club cette saison. La deuxième recrue devrait être le libéro roumain Dragos Grigor, 27 ans. Ce footballeur a notamment été sélectionné 7 fois en équipe nationale. Il sera le remplaçant de Jonathan Zebina. Et puis, vous le savez, le mondial débute après-demain. 3 joueurs du TFC seront au Brésil. Abel Aguilar pour le compte de la Colombie, Serge Aurier et Jean-Louis Abka Apro pour la Côte d'Ivoire. On leur souhaite bonne chance. Pour terminer ce journal, un artiste à découvrir demain soir au Bijou, Tony Cello, digne héritier de Maurice Baquet. Ce violoncelliste chanteur reprend Barbara, Bobby Lapointe ou encore Brel à sa sauce, tout en humour et maladresse assumée. On écoute justement une parodie du Grand Jacques, La vache à 1000 francs. Le texte est signé Jean Poiret. Et ma faim qui bat la mesure également mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant, et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs. Une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs, ferait le filet à 100 francs, rumsteak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs. Une culotte à 20 francs, ferait la côte à 15 francs, la bavette à 12 francs, la poitrine à 10 francs. C'est ainsi que se termine ce journal. Prochaine édition demain 19h. Bonne soirée Serge Regour. Merci. Bonsoir Jean-Marc. Je vous Bonsoir. rappelle que cette édition est rediffusée à 20h, 20h40, 23h et sur notre site internet teletoulouse.fr. Bonne soirée.